Regarder un documentaire permet de se détendre tout en apprenant des choses sur le sujet de son choix. Mais certains documentaires ont été considérés comme troublants en raison de leur sujet controversé. Et quelques-uns ont même été interdits par certains gouvernements à travers le monde. Numéro 10. Marwan Call, également connu sous le nom de Village of the Dolls, est un documentaire réalisé par Robert Zemeckis. Et il détaille la vie et le travail de Mark Hogenkamp, le créateur d'une ville fictive dont le documentaire tire son nom. La création de cette ville résulte d'un traumatisme vécu par Mark Hogenkamp en 2000 alors qu'il était dans un bar, l'Anchorage, à Kingston, New York. Là-bas, il a bu un peu trop et a commencé à parler avec un groupe de 5 hommes, mais la conversation a rapidement tourné au vinaigre. Mark Hogenkamp leur a avoué qu'il aimait s'habiller avec des vêtements féminins, ce que le groupe a très mal pris. Peu de temps après cette révélation, les 5 hommes l'ont encerclé et ont commencé à l'attaquer. Victime d'un violent passage à tabac, il a perdu connaissance et a été conduit d'urgence à l'hôpital après l'intervention de la police. Lorsqu'il s'est finalement réveillé, il croyait que nous étions en 1984 et il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là. Quand un homme inconnu a vu Hogenkamp réveillé, il lui a rendu visite et lui a demandé l'année en cours. Et c'est à ce moment-là que Hogenkamp a répondu que nous étions en 1984 et qu'il croyait être dans un hôpital à Ibiza. On l'a informé que l'agression l'avait plongé dans le coma, que nous étions en l'an 2000 et qu'il était resté inconscient seulement 9 jours. Un médecin lui a expliqué ce qui s'était passé et qu'il avait eu de la chance de survivre à l'agression. Il a immédiatement pardonné à ses agresseurs, mais il ne s'est pas rendu compte de l'impact durable que ce traumatisme aurait sur lui. Le médecin a déclaré qu'il aurait hésité à pardonner au groupe s'il avait su ce qu'on lui avait fait. Il a passé 40 jours supplémentaires à l'hôpital, puis son assurance expirée, il a été renvoyé chez lui. Il a suivi une rééducation physique de 12 mois et était en colère de devoir réapprendre à marcher après des lésions cérébrales subies lors de l'agression. Son assurance pour la rééducation a également expiré. Et grâce à l'agent d'assurance arrogant qui l'en a informé, Hogenkamp a commencé à détester tous les hommes. Il avait besoin d'un exutoire pour ses émotions et sa créativité. Alors il a commencé à créer une ville miniature dans son jardin. Il l'a appelée Marwan Call, une ville belge de la Seconde Guerre mondiale qui n'existait pas. Il a utilisé du bois, des clous, des vis et des fenêtres pour la construire, ajoutant même un bar servant des boissons faites avec des éclats de verre. Il a ensuite créé une banque, un glacier, une station-service et un cimetière. Ensuite, il a peuplé la ville de figurines miniatures, rejoignant toutes les scènes imaginées. Et il s'était essentiellement créé une seconde vie, puisqu'il avait peu de souvenirs de sa vie avant l'attaque. Très vite, la guerre a éclaté, et les scènes ont pris une atmosphère nettement plus troublante. Il photographiait artistiquement les scènes de bataille et leurs conséquences, avec assez de talent pour les rendre réalistes. Il a recréé l'attaque, mais a fait en sorte que le scénario change, les 5 hommes recevant leur juste punition. Il avouera plus tard qu'il rejouait souvent ce scénario, sachant qu'il ne pourrait jamais se venger réellement de ses agresseurs. Ces photos ont finalement été découvertes par un photographe nommé David Nogel, qui a contacté le magazine Aesopus pour partager l'histoire de Hogenkamp. Et à la suite de cet appel de Marwan, le documentaire a été réalisé et il est devenu un artiste reconnu. Numéro 9. Le documentaire The King of Kong, A Fistful of Quarter traite d'un sujet des plus inattendus, les jeux vidéo. C'est une industrie qui a conquis le monde, générant des milliards de dollars chaque année. Mais ce film suit 2 joueurs en particulier et leur rivalité acharnée. Dans les années 80, le joueur Steve Wiebe était ingénieur, mais il avait traversé une période difficile et était au chômage. Billy Mitchell possédait un restaurant et partageait avec l'autre homme la passion d'obtenir le record sur Donkey Kong. Le documentaire a été réalisé par Seth Gordon et est sorti en 2007. Il suit principalement Steve Wiebe et ses tentatives de battre le record du jeu. À l'époque, Mitchell détenait le record, mais Wiebe était déterminé à le détrôner. Il a acheté une borne d'arcade Donkey Kong et l'a installée chez lui à Redmond, État de Washington. Il a alors analysé les schémas du jeu et les moyens de les exploiter, tout en s'entraînant à améliorer ses compétences. En 2003, il a réussi à obtenir un score de 947, 1200 battant le précédent record de Mitchell. Il avait enregistré sa session de jeu sur VHS et l'avait envoyé à Twin Galaxy, fournisseur officiel des meilleurs scores pour le Guinness World Records. Avec ce nouveau record, il est devenu une sorte de petite célébrité à Seattle et peu de temps après, il a battu son propre record en dépassant le 1 000 000 de points dans le jeu.
une première dans l'histoire. Mitchell n'a pas apprécié cela, et Twin Galaxies a accepté d'envoyer un arbitre chez Weeb pour inspecter sa borne d'arcade. Lorsque l'on a découvert que la carte de jeu avait été fournie par Roy Schilt, un joueur qui détenait le record de Missile Command et à qui on avait retiré ce record suite à une plainte de Mitchell, le record de Weeb a été invalidé. On soupçonnait que Schultz avait trafiqué la carte pour se venger de Mitchell, et comme le record avait été soumis par cassette VHS, sa gloire fut de courte durée. Mais Weeb n'a pas abandonné. Il a participé à un tournoi dans le but d'établir son record devant les arbitres de Twin Galaxies, et Mitchell a décliné son offre de s'affronter en duel. Malgré les efforts d'un des amis de Mitchell pour le distraire en attirant une foule autour de sa machine, Weeb a de nouveau battu le record et a réussi à atteindre le kill screen final du jeu. Mitchell s'est alors filmé en train d'obtenir un score encore plus élevé et la cassette a été diffusée aux arbitres. Mitchell a obtenu le titre, même si l'arbitre principal a constaté des hausses inhabituelles de son score. Quand Weeb a voulu voir l'enregistrement, on lui a refusé. Le Guinness World Records a validé le record de Mitchell et organisé un tournoi à Hollywood, en Floride, sa ville natale. Il a de nouveau refusé d'affronter Weeb en personne, mais Weeb a finalement réussi à battre son score, atteignant un score inédit de 1 049 100 points. À ce jour, la réputation de Mitchell en tant que joueur reste entachée, car la plupart des gens pensent qu'il a utilisé des tactiques douteuses pour obtenir son score élevé, mais il nie toute faute malgré les preuves évidentes sur son enregistrement VHS. Numéro 8. Beaucoup de gens se souviennent de l'acteur Alex Winter pour son rôle principal dans Bill et Ted's Excellent Adventure, où il apparaît aux côtés de Keanu Reeves en tant que lycéen qui préfère jouer de la guitare plutôt que de faire ses devoirs. Mais peu de gens savent qu'il a également réalisé un documentaire intitulé The Panama Papers. Il raconte l'histoire d'une énorme fuite de données qui a eu lieu le 3 avril 2016 et qui a révélé un immense scandale de corruption dont le monde ignorait l'existence. Pas moins de 2,6 téraoctets d'informations ont été divulgués, contenant les données confidentielles entre avocats et clients de plus de 200 000 comptes offshore. Certains des documents divulgués remontaient aux années 1970 et ils avaient tous un point commun. Les comptes avaient été ouverts par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Après le vol de ces informations, elles ont été saisies dans une base de données accessible à tous, exposant ainsi les titulaires de comptes dont les données privées étaient désormais visibles. Suite à la violation de données personnelles, plusieurs personnes ont été poursuivies après la découverte de leur corruption, y compris Jan Marsalik, lié au service de renseignement russe, et Harold von der Goltz, auteur de fraudes dans de nombreux pays. Il a ensuite été découvert que certaines des sociétés écrans de Mossack Fonseca étaient utilisées pour la fraude et la corruption, l'évasion fiscale et l'évitement des sanctions internationales. Les gens ont exigé la révélation du nom de l'informateur, mais son identité demeure inconnue. Il a révélé avoir divulgué ces informations car il pensait que la richesse mondiale était déséquilibrée. Dès qu'il a vu les informations contenues dans ces documents, il a su qu'une fraude internationale était commise à grande échelle et il a décidé d'agir. Les documents ont été envoyés à un journaliste nommé Bastian Obermeier et publiés sur le site web du Consortium international des journalistes d'investigation. Après la publication des documents, ils ont été surnommés les Panama Papers, ce qui n'a pas plu au gouvernement panaméen, car il estimait que ce nom allait ternir la réputation du pays. Les noms des directeurs de 214 000 sociétés écrans ont été rendus publics, toutes ayant été aidées par Mossack Fonseca. Leurs dossiers financiers ont été exposés et en Uruguay, 5 personnes ont été arrêtées après que la fuite a révélé qu'elles blanchissaient de l'argent. Un avocat suisse est accusé d'avoir détourné l'argent de son client et aidé des personnalités, dont la famille royale qatari, à cacher leurs revenus aux autorités. On a aussi découvert que le cabinet d'avocats était lié à des hommes politiques influents, des célébrités et de riches hommes d'affaires. Il a été révélé que de nombreuses personnalités célèbres dissimulaient des revenus supplémentaires pour éviter de payer des impôts. Cela comprenait des chefs d'État des Émirats arabes unis, d'Ukraine, d'Arabie saoudite, d'Argentine et d'Islande. Des responsables de pas moins de 40 pays ont été impliqués et leurs noms ont été rendus publics avec leurs dossiers financiers. Le résultat de cette fuite massive a été une enquête mondiale qui a changé le climat financier et politique à travers le monde. D'ici 2026, plus de 2 milliards en impôts ont été récupérés auprès des personnes nommées dans les documents.
et de nombreuses personnes ont été jugées pour blanchiment d'argent, évasion fiscale, corruption et fraude. Le lanceur d'alerte avait sans aucun doute atteint son objectif, et le public a pris conscience de l'ampleur de la corruption qui se produisait dans le monde à leur insu. Numéro 7. TikTok est une plateforme de réseau social qui a conquis le monde. Mais grâce au documentaire Dancing with the Devil, nous savons maintenant qu'il existe un côté plus sombre à TikTok, quelque chose que la plupart de ses utilisateurs n'auraient jamais pu imaginer. Le film suit un groupe de danseurs TikTok ayant signé avec la société de gestion 7M. Mais beaucoup de ces danseurs ignoraient que 7M est aussi une église appelée Shekinah Church, qui n'autorise que les membres invités à rejoindre leur congrégation, et qui est dirigée par un pasteur nommé Robert Sheen. Le documentaire, réalisé par Derek Donin, présente d'abord les Winking Sisters, Miranda et Melanie. Elles rêvèrent de devenir danseuses un jour, et après avoir acquis beaucoup d'expérience, elles ont décidé d'utiliser TikTok comme plateforme de prédilection, ce qui leur a permis de gagner 3,3 millions d'abonnés et de se lancer sur la voie du succès. Un autre danseur, Kevin Davis, avait aussi de grandes ambitions, mais en difficulté financière, vivait dans sa voiture. En publiant sur TikTok, il a réalisé qu'il pouvait gagner de l'argent en partageant son talent avec le monde entier. Sheen a eu la même révélation et a commencé à recruter des danseurs pour cette M. À leur inscription, Sheen a géré leur contrat de partenariat et leur a trouvé un logement abordable. Il leur fournissait également des espaces pour créer leurs vidéos, mais en même temps, il les encourageait à rejoindre l'église Shekinah. On leur demandait d'assister aux offices religieux, de donner leur vie à Dieu, mais en même temps, on leur demandait de se dévouer à Sheen, puisqu'il était, selon ses propres mots, un homme de Dieu. Très vite, Sheen s'est immiscé dans la vie des danseurs de l'église, et ils étaient découragés de contacter leurs amis et leurs familles à l'extérieur. Ce type de comportement est typique d'une secte, et très vite, l'église a été qualifiée comme telle. Des membres et d'anciens membres ont commencé à révéler la vérité sur l'église, affirmant que Sheen s'était comporté de manière inappropriée envers eux à plusieurs reprises, des allégations qu'il a immédiatement niées. Les parents de Mélanie et Miranda ont accusé l'église d'avoir lavé le cerveau de Miranda après le départ de Mélanie, puis après que Mélanie ait cessé tout contact avec eux. Elle a accepté de les rencontrer, mais la famille n'a pas été réunie comme espéré. Elle a préféré diffuser la rencontre en direct à ses millions d'abonnés, présentant ses parents comme le problème de sa vie plutôt que la secte, ce qui est fréquent dans ce type de cas. Depuis lors, de nombreux anciens membres de 7M se sont exprimés contre Sheen et son église, et de nombreuses autres accusations, telles que la traite des êtres humains, ont été portées contre Sheen et certains de ses adeptes. L'église reste active aujourd'hui, mais à cause de ces révélations, elle fait l'objet d'un examen financier et juridique approfondi, et plusieurs ex-membres ont porté plainte contre la secte. Numéro 6. La disparition d'Amy Lynn Bradley est souvent citée comme l'une des disparitions en mer les plus déroutantes de l'époque moderne. Et le documentaire Amy Bradley is Missing tente de faire la lumière sur son affaire, mais de nombreuses questions restent encore sans réponse. En mars 1988, Amy avait 23 ans et vivait dans le comté de Chesterfield, en Virginie. Son avenir s'annonçait prometteur. Diplômée de Longwood, elle envisageait une carrière de consultante en informatique. Ses projets ont été mis en pause pendant un certain temps, car elle et sa famille ont décidé de partir en croisière ensemble. Ils sont montés à bord du Rhapsody of the Seas, navire de croisière Royal Caribbean, en route vers Curaçao. Vers 5h20 le 24 mars de cette année-là, le père d'Amy, Ron, s'est réveillé et a décidé d'aller voir comment allaient elle et son frère Brad. Il a vu qu'Amy dormait sur la chaise longue du balcon de leur cabine et il est retourné se coucher. Des rapports disent que la porte du balcon était ouverte, mais Ron assure qu'elle était fermée lors de sa vérification. Il s'est réveillé à 6h du matin, mais Amy était cette fois introuvable. Il a constaté l'absence de son briquet et de ses cigarettes, et s'est inquiété car elle ne serait jamais partie sans prévenir ses parents de sa destination. Il a cherché dans les zones du navire où il pensait qu'elle serait, mais sans succès. Il a réveillé la famille pour annoncer qu'Amy était introuvable. 3 personnes ont déclaré à la police l'avoir vue sur le pont supérieur du navire, avec Alastair Douglas, membre d'un groupe jouant à bord, vers 5h40 du matin. Ils ont ajouté qu'il avait tendu à Amy un verre de liquide sombre qu'elle aurait bu. Douglas a été vu quittant seul le pont supérieur à 6h du matin. Après que sa disparition a été signalée, le personnel a demandé à Amy de se présenter au bureau du commissaire vers 7h50. À 13h, tout le navire avait été fouillé avec l'aide du personnel, mais aucune trace d'Amy n'a pu être trouvée.
Le personnel du navire a été critiqué pour avoir retardé les recherches et perdu un temps précieux qui aurait pu permettre de retrouver Amy. Douglas a étrangement dit à Brad qu'il était désolé d'apprendre la disparition de sa sœur avant l'annonce officielle, ce que beaucoup ont trouvé suspect. Plus tard, il a réussi le test au détecteur de mensonges et a souri en levant le pouce aux membres de son groupe en quittant la salle. La garde côtière des Caraïbes néerlandaise a fouillé les eaux pendant 4 jours, mais les recherches ont été arrêtées le 27 faute de résultats. On a d'abord cru qu'Amy était tombée à l'eau, mais cette théorie a été écartée car elle était maître nageuse qualifiée et n'aurait pas fait cette erreur. On ne pense pas non plus qu'elle ait été poussée. Un chauffeur de taxi à Curaçao a déclaré avoir vu Amy à l'arrivée du navire, courant sur un parking pour chercher un téléphone. Il l'a revue plusieurs fois, mais ses apparitions n'ont jamais été confirmées. Elle a été vue plusieurs fois à Curaçao depuis, et certains témoins ont rapporté qu'elle était en compagnie de 2 hommes agressifs, dont l'un ressemblait à Douglas. Un autre homme dira à la police qu'Amy l'a approché et lui a expliqué qu'elle était retenue à Curaçao contre sa volonté. Elle aurait également été vue à San Francisco avec 2 hommes et à Bridgetown, à la Barbade, avec 4 hommes. Un détail inclus dans le documentaire affirme qu'une barmaid du navire a déclaré à la police que, le matin de sa disparition, on l'a entendu crier « Señorita kidnappée ». Elle a répété cette phrase 2 fois avant d'être emmenée à l'arrière du restaurant par un autre serveur. Toute personne pouvant fournir des informations sur l'affaire d'Amy doit immédiatement contacter le FBI au 202 324 3000 ou la ligne d'information We Help the Missing au 866 660 4025. 25. Numéro 5. C'est un fait malheureux qu'une seule mauvaise décision puisse ruiner la vie de quelqu'un. Et une restauratrice appelée Sarma Melangilis en est la preuve vivante. Elle est le sujet d'un documentaire intitulé Bad Vegan, Fame, Fraud, réalisé par Chris Smith et sorti en 2022. Sarma a grandi dans le Massachusetts et dès son plus jeune âge, elle a montré un intérêt pour les arts culinaires grâce à sa mère qui travaillait comme chef. Adulte, elle a déménagé à New York où elle travaillait pour une société d'investissement. En 1996, elle a déménagé à Boston, mais elle est retournée à New York 2 ans plus tard et a obtenu son diplôme du French Culinary Institute en 1999. Elle a ensuite ouvert un restaurant végétalien Pure Food and Wine à Gramercy Park avec Matthew Kenney, son petit ami de l'époque, et Jeffrey Chotoro. Le restaurant est vite devenu populaire et s'est classé parmi les 100 meilleurs selon le magazine New York. Il a aussi été classé parmi les meilleurs restaurants de New York par Forbes. Mais en 2009, les choses ont commencé à se dégrader. Sarma a reproché à Matthew de négliger les finances du restaurant, ce qui a conduit à son licenciement. Chotro lui a prêté 1,2 million de dollars pour sécuriser l'entreprise à son nom, mais elle a ensuite ouvert un bar à jus et a emporté One Lucky Duck avec les mêmes 2 associés. En 2015, le personnel des 2 restaurants a cessé de travailler après plus d'1 mois sans salaire, affirmant que ce n'était pas la première fois. Les 2 restaurants ont été fermés et Sarma a admis qu'elle avait des difficultés financières. Les restaurants ont rouvert plus tard cette année-là, mais 3 mois après, la même situation s'est reproduite et ils ont alors fermé définitivement. À l'insu de beaucoup de gens, elle et son mari, Anthony Strangis, qu'elle a épousé en 2012, devaient beaucoup d'argent aux investisseurs et au personnel qu'ils n'avaient jamais l'intention de rembourser. Le couple s'était rencontré en ligne. Il disait être spécialiste des opérations secrètes, donc il se voyait rarement car il voyageait pour le travail. Pendant ses missions, il lui demandait de lui envoyer de l'argent, généralement parce qu'il s'était retrouvé dans des ennuis ou une situation difficile en accomplissant son travail. Elle s'est retrouvée sans argent et a utilisé les salaires de son personnel pour le payer. Strangis l'a convaincue qu'elle était surveillée par le gouvernement et qu'elle devait prouver sa foi à une entité appelée la famille. Pour cela, elle devait envoyer à Strangis toute somme qu'il demandait. Si elle faisait cela, elle pourrait atteindre l'immortalité tout comme son chien, Léon, selon Strangis. À ce moment, des mandats d'arrêt avaient été émis contre lui pour vol aggravé. Quant à Sarma, elle était recherchée pour des infractions au droit du travail, vol aggravé et évasion fiscale. Le couple a été arrêté dans le Tennessee et Sarma a plaidé coupable. Elle a écopé de 4 mois de prison après un accord de plaidoyer. Elle et Strangis sont divorcés en 2018 et aujourd'hui, elle est en train de reconstruire sa vie à New York avec son chien, Léon. Numéro 4. Les rencontres en ligne ont leurs bons et leurs mauvais côtés.
Du côté positif, les gens sont libres de se rencontrer et de faire connaissance depuis chez eux, en toute sécurité, et ils peuvent se retrouver lorsqu'ils sont prêts à décider s'ils veulent commencer une relation. Point négatif, on ne peut jamais être sûr que l'autre est bien la personne qu'elle prétend être. Au fil des années, nous avons tous entendu des histoires d'horreur issues de rencontres en ligne, comme le cas de Cara Tazi. Son calvaire est détaillé dans le documentaire Sweet Bobby, My Catfish Nightmare, qui est sorti en 2024. Il a été réalisé par Latanya Shannon et sert d'avertissement à toute personne envisageant d'essayer les rencontres en ligne. Le calvaire de Kirat a commencé à Londres, en Angleterre, en 2009, après qu'elle a reçu un message Facebook d'une personne appelée Gigi. Il a déclaré qu'il avait 18 ans, soit environ 10 ans de moins qu'elle, et qu'il sortait avec sa cousine, Simran Bogle. Il a précisé avoir contacté Kirat pour lui demander conseil, car leur relation traversait une période difficile. Elle n'a pas pris cela trop au sérieux, mais au cours des semaines suivantes, Kirat lui a envoyé quelques messages de conseil et n'a pas beaucoup pensé à la situation. Son profil en ligne ne paraissait pas suspect, il montrait des photos de lui à un mariage et plusieurs amis communs, ceux qui étaient attendus. Elle avait aussi entendu parler de sa famille auparavant, donc elle n'a jamais soupçonné qu'il y avait quoi que ce soit de malhonnête. Quelques semaines plus tard, Karat a reçu la triste nouvelle que JJ avait perdu la vie au Kenya. Elle a été surprise par cette nouvelle, mais comme elle et JJ ne s'étaient jamais rencontrés, elle a vite oublié leurs échanges et a continué sa vie. Elle a ensuite été contactée par Bobby, le frère de JJ, un cardiologue qui était plus proche de l'âge de Karat. Ils ont discuté, sont devenus amis, et comme Karat et Bobby étaient en couple, leurs relations sont restées platoniques. Ils échangeaient parfois des messages, mais restaient souvent 1 ou 2 mois sans contact. Elle a ensuite appris que Bobby était mort au Kenya après avoir été attaqué à l'arme à feu. Ses amis ont assisté à ses funérailles et publié des photos sur Facebook. Quelques mois plus tard, elle a appris qu'il était vivant, soigné dans un hôpital de Londres et intégré au programme de protection des témoins. Lui et Kirat sont restés en contact et il a révélé avoir développé une maladie potentiellement mortelle suite à ses blessures. Elle a contacté son spécialiste et son ex-femme et avec le temps, elle et Bobby ont commencé à se rapprocher. Ils sont devenus un couple 5 ans après s'être rencontrés en ligne. Et même s'ils ne se voyaient jamais, ils dînaient en même temps et regardaient les mêmes émissions ensemble. Kirat n'a jamais vu Bobby, puisqu'il affirmait que les appels vidéo étaient contraires aux règles du programme, et à d'autres occasions, il disait que son téléphone ne fonctionnait pas correctement. La relation semblait bien se passer, mais ensuite le comportement de Bobby a commencé à changer. Il prétendait aller à Londres pour la voir, mais trouvait toujours une excuse pour ne pas venir. Il a commencé à lui dire avec qui elle pouvait ou ne pouvait pas passer du temps, quels émojis elle était autorisée à utiliser, et il a même perdu son sang-froid lorsqu'il a découvert qu'elle avait été soignée par un médecin de sexe masculin. En 2018, il a affirmé être au Royaume-Uni, mais il continuait à trouver des excuses, et Kirat a décidé de tirer cette histoire au clair. Elle a engagé un détective qui a découvert qu'il vivait à Brighton et non à Londres, comme il le prétendait. Un jour, elle s'est rendue en voiture chez Bobby pour le confronter. Nerveuse, elle a trouvé le courage de frapper à sa porte. À sa surprise, Bobby a ouvert la porte et elle a exigé de savoir pourquoi il lui avait menti sur l'endroit où il se trouvait. Bobby a été pris au dépourvu par l'accusation et semblait complètement déconcerté. Il s'est alors avéré que quelqu'un avait volé son identité et avait trompé Karat en lui faisant croire qu'elle parlait au vrai Bobby, qui n'avait aucun problème de santé et n'était même jamais allé au Kenya. Le coupable s'est finalement révélé être la propre cousine de Karat, Simran Bogle. Elle avait commencé l'arnaque alors qu'elle n'avait que 18 ans et avait continué à mentir à Karat pendant 9 ans. Elle s'est ensuite excusée et a affirmé qu'elle avait agi ainsi parce qu'elle et Karat traversaient toutes les deux des périodes difficiles dans leur vie et qu'elle pensait que Bobby était le moyen idéal de rendre leur vie un peu plus excitante. Kirat a remporté un important procès contre Simran en 2020 et Simran n'a jamais été inculpée d'un crime. Elle n'a actuellement aucune présence en ligne et choisit de vivre sa vie discrètement. Numéro 3, le documentaire de Felicity Morris de 2022, L'arnaqueur de Tinder, raconte l'histoire d'un homme qui se faisait appeler Simon. Lévi va escroquer plusieurs femmes de leur argent via une arnaque sur un site de rencontres en ligne. En réalité, il s'appelle Simon Hyatt et il a déjà eu des démêlés avec la justice auparavant dans sa vie. Pendant son adolescence, elle a commencé à commettre de la fraude au chèque alors qu'il vivait à Brooklyn, New York, et en 2011, il a été arrêté après avoir été accusé de fraude et de falsification. Il avait aussi fabriqué de faux passeports, chèques et identités.
Il a rapidement choisi de devenir escroc, estimant que cela rapporterait plus vite que travailler. Son premier gros coup a commencé en Finlande, où il a escroqué 3 femmes. Il a été arrêté et condamné à 3 ans de prison, mais pendant ce temps, il a perfectionné ses arnaques afin de pouvoir poursuivre ses plans une fois libéré. Une fois sorti de prison en 2017, il est retourné dans son pays natal, Israël, et c'est là qu'il est devenu Simon Lviv, le PDG d'une entreprise de diamants. Il prétendait être extrêmement riche puisque son père était milliardaire, et il se présentait souvent comme le prince des diamants. Après avoir rencontré une femme en ligne, il montrait sa richesse puis affirmait être poursuivi par des ennemis. Il réclamait de l'argent pour des billets d'avion afin de s'enfuir ou financer une cachette introuvable. Il promettait de rembourser dès qu'il serait en sécurité et beaucoup de femmes tombaient dans le piège croyant à son image en ligne. Une femme l'a même rencontré en personne et comme il ressemblait exactement à la photo de son profil, elle n'a jamais soupçonné qu'elle était victime d'une escroquerie. Certaines victimes ont contracté des prêts bancaires pour assurer sa sécurité, tandis que d'autres ont vidé toutes leurs économies, convaincus d'avoir trouvé l'amour de leur vie. Il a escroqué des femmes de pays du monde entier. Certaines étaient convaincues qu'elles finiraient par le rencontrer et passeraient le reste de leur vie ensemble. Et au moins une victime a commencé à chercher un appartement dans lequel ils emménageraient une fois qu'ils seraient en sécurité. En attendant, Hayat menait la grande vie grâce à l'argent, aux cartes de crédit, aux chèques et aux dons de ses victimes. À un moment donné, il a semblé faire un effort pour rembourser 2 des femmes, mais un chèque a été refusé et les 100 000 $ en espèces qu'il a rendus se sont avérés être faux. Ce n'est que lorsque ces dépenses extravagantes par carte de crédit ont été remarquées par les compagnies de cartes de crédit que l'escroquerie a commencé à s'effondrer. Son identité a été dévoilée et 2 victimes l'ont dénoncé dans un article intitulé « L'arnaqueur de Tinder ». Il a été arrêté en Grèce et condamné à 15 mois de prison en Israël. Il a été condamné à verser 35 000 en dédommagement et une amende de 4 600 livres sterling, mais il a été libéré après 5 mois grâce à l'apparition de la pandémie. Leviev continue de clamer son innocence, affirmant qu'il est un homme d'affaires légitime qui voulait simplement rencontrer des femmes en ligne, malgré le fait d'avoir escroqué ses victimes d'environ 10 millions de dollars en seulement 2 ans. Numéro 2. Beaucoup ont déjà vu des émissions paranormales prétendant découvrir des fantômes ou des démons dans des lieux hantés comme des maisons, prisons, hôpitaux ou établissements psychiatriques abandonnés. Il faut souvent prendre ces émissions avec prudence, car la plupart des équipements des enquêteurs paranormaux sont surtout théoriques, et bien des affirmations sur la vision d'esprit ou les hantises ont été démystifiées mais au fil du temps. Le genre a connu un déclin constant de popularité, mais un documentaire de 2018 intitulé Demon House, réalisé par Zak Bagans, a laissé ses spectateurs mal à l'aise, principalement à cause d'une scène particulièrement troublante qu'il contient. Au début du documentaire, il est précisé que personne et lieu sont réels et qu'il faut rester prudent, car des démons pourraient s'attacher à des personnes via des appareils électroniques comme téléviseurs ou ordinateurs portables. Bagans, un enquêteur du paranormal, a entendu parler d'une maison particulière qui était à vendre à Gary, dans l'Indiana. On lui a dit que la maison était liée à une possession démoniaque et que la famille Ammons qui y vivait avait du mal à faire face à toute l'activité paranormale qu'elle subissait. Ils avaient vu une entité non identifiée, vécu des phénomènes de lévitation, entendu des pas sans qu'on voit personne dans différentes parties de la maison, et même rencontré un homme sombre et indistinct qui arpentait leur salon. Pensant qu'une force obscure contrôlait la maison, ils ont décidé de la vendre. Comme les réseaux sociaux étaient inondés d'histoires sur la maison, Bagans a décidé d'essayer de l'acheter sans jamais la voir, mais il prévoyait de réaliser le documentaire tout en explorant le bâtiment. À ce moment-là, il avait déjà acquis une grande base de fans grâce à ses émissions Ghost Adventures, Deadly Possession et House Calls, et il était certain que le documentaire serait un succès. Mais avant même de mettre les pieds dans la maison, il a commencé à faire des cauchemars. Et dès qu'il a commencé à travailler sur le projet, il est tombé tellement malade qu'il a dû rester au lit pendant 1 semaine. Même rétabli, le tournage a duré près de 4 ans à cause des phénomènes paranormaux affrontés par l'équipe, selon Bagans. Lors de la scène la plus troublante du documentaire, un caméraman est devenu si agressif qu'il a crié sur l'équipe. Il s'est caché dans un ascenseur et a finalement été renvoyé pour son agressivité, qu'il a attribuée à l'influence de la maison. Ses collègues de l'équipe ont confirmé cela, affirmant qu'ils ont ressenti de l'air froid autour de lui après l'incident, et la maison a finalement été démolie en 2016 à la demande de Bagans,
car il pensait que personne d'autre ne devrait jamais y vivre. Numéro 1. L'amour est mystérieux, il est impossible de juger quelqu'un pour son choix de partenaire. Beaucoup estiment que la surveillante pénitentiaire Vicky White a fait preuve d'un mauvais jugement en s'impliquant avec le détenu Casey Cole White, une histoire relatée dans le documentaire Jailbreak, Love on the Run. Casey, qui mesure 2,06 m, a été envoyé au centre de détention du comté de Lauderdale pour 75 ans après avoir été condamné pour vol de voiture, invasion de domicile et attaque à l'arme à feu. Il a aussi tenté de tuer quelqu'un et commis un vol qualifié au premier degré. Les gardiens et ses codétenus le décrivent comme amical et charmant. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il avait un tempérament explosif, surtout lorsqu'il était sous l'emprise de substances illicites. Vicky travaillait dans l'établissement depuis 17 ans et était directrice adjointe des services correctionnels. Elle avait été nommée employée de l'année à 4 reprises et devait prendre sa retraite en 2022. Mais un an avant cela, elle a révélé qu'elle sortait avec 2 hommes en même temps, sans préciser que l'un d'eux était Casey, pour des raisons évidentes. Les codétenus de Casey avaient commencé à soupçonner qu'ils avaient une liaison, mais ils n'auraient jamais pu s'attendre à ce qui allait se passer ensuite. Vicky avait toujours affirmé que le jour où elle prendrait sa retraite, elle partirait en beauté, et elle a tenu sa promesse. Le matin du 29 avril 2022, elle a fait sortir Casey de sa cellule, l'a conduit jusqu'à un véhicule de police, lui a dit de monter et elle est simplement partie du centre de détention. Elle a affirmé qu'il devait comparaître devant le tribunal de Florence pour une évaluation psychologique et qu'elle l'y escortait. Elle a ajouté qu'elle devait voir son médecin ce jour-là, car elle pensait tomber malade. Mais ses collègues ont commencé à se méfier car les détenus devaient normalement être escortés par au moins 2 agents. Des heures se sont écoulées et le duo n'est jamais revenu. Il est clair qu'elle et Casey avaient organisé une évasion planifiée, des images de vidéosurveillance les montrant dans une station-service 8 minutes après leur départ. Une chasse à l'homme dans tout le pays a été lancée et le couple a été localisé dans un motel à Evansville, dans l'Indiana. À l'arrivée de la police, ils ont fui en Cadillac grise, déclenchant une course-poursuite. Casey a fini par avoir un accident avec la voiture et il s'est rendu sans résistance. Mais Vicky n'a pas eu cette chance. Elle a perdu la vie lors de l'incident et Casey a été renvoyée en prison pour purger sa peine, ainsi que les années supplémentaires ajoutées à cause de son évasion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.